Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler de l'actualité cinéma et série. On est tous les deux un petit peu en intimité avec vous. Et on est là pour vous parler de tout ce qu'on a un peu retenu de cette actualité un petit peu plus dense que ce qu'on aurait pensé pour le milieu de l'été. Mon cher Kerr, comment ça va ? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu tes secrets beauté ? Est-ce que tu mets des crèmes de soins ? Qu'est-ce qui fait que tu as le teint aussi radieux comme ça à chaque fois qu'on te voit ? Est-ce que c'est une crème ? Est-ce que c'est peut-être des légumes que tu frottes sur ton visage ? Quelles sont tes astuces ? Alors, pour tout ce qui est conseils beauté et tout, moi je vous conseille d'aller donc sur ma chaîne TikTok Boticare. Voilà, n'hésitez pas. C'est pas vrai du Beauty tout. Care ou c'est Booty Care ? Booty. En fait, j'ai mal écrit, je savais pas écrire Boti et voilà. Arrêtons le délire. Bonjour à toi mon cher Greg, bonjour à tous et une bonne vidéo news puisqu'on est là pour les news ciné-série et commence par un point pognon un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'on enregistre avant les résultats du premier week-end des 4 Fantastiques, donc pour que ça ait du sens. On abordera le box-office de Superman et des 4 Fantastiques dans la prochaine vidéo et je sais que vous l'attendez beaucoup donc vous allez rager mais vraiment, on fait ça pour votre bien. Mais il y a quand même 2-3 trucs à Tu glisser m'as dit dans le... que c'était un point centime, qu'on n'était pas sur le point vraiment des grosses piécettes, mais des toutes petites pièces, puisque du coup, comme on est en milieu de semaine, toutes les informations ne sont pas là. Ouais. Alors, je vais commencer par Elio, mon cher Greg, pour vous dire que Elio a battu en avant Onward, en exploitation aux États-Unis. Il a battu les 61 millions de dollars de Onward. Alors, c'est bien. Mais quand ça communique pour nous dire ça, ça oublie un truc. C'est qu'Onward, il est sorti avant quoi ? Avant le Covid. Mais alors, quand je dis avant, c'est juste avant. C'est-à-dire qu'Onward, il était en salle, le Covid est arrivé, le Covid est dit Onward, tu rentres chez ta maman, Onward est parti. Et donc, du coup, forcément, il n'a rien récolté. Et Elio est un tel échec aux États-Unis, malheureusement, pour le film Pixar, que, du coup, il a énormément galéré à battre Onward, qui, lui, avait quand même fait face au Covid. Donc, voilà. Notre série Conspiration sur le film chinois Nisa 2, alors que je dis toujours aussi mal, continue, mon cher Greg. Le film est annoncé à 2 milliards de recettes en Chine. Les Américains commencent à s'y intéresser. Oh là là, qu'est-ce qui se passe en Chine ? C'est quoi ce film Nisa 2 ? Ça prend de l'ampleur et donc du coup ils sont obligés d'intégrer le film Nisa 2 dans les classements officiels, notamment sur des sites comme Box Office Mojo, etc. Et puis en fait, il n'a plus 2 milliards. Quand ça rentre dans le tableau, il est à 1,8 milliard. Il y a des articles qui évoquent le fait que pour les Américains, c'est pas possible qu'en fait Nisa 2 soit aussi haut dans le classement des plus gros succès all-time, puisque là il est largement top 10. Donc du coup, on va le mettre en dessous du cap symbolique des 2 milliards. Et il est 1,8 milliard. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai ? On ne sait pas. Mais, nouvel épisode, cette semaine, ils ont annoncé la sortie aux États-Unis du film en version doublé. Alors, il était déjà sorti en version originale, donc en chinois. Et là, miracle, oh miracle, boum, le film passe à 2,2 milliards dans la presse. Donc la presse dit, le film aux 2,2 milliards ressort aux États-Unis, va-t-il atteindre les 2,3 ? Est-ce que ça va être un carton incroyable ? Non, ça sera pas un carton. Hein. Mais voilà, on est revenu à 2,2 milliards. Sauf que du côté de Box Office Mojo, c'est résistance. Ah non, Nisa 2, ça sera pas 2 milliards, même s'il en fait 3 ou 4, ce qui n'arrivera pas non plus. Et du coup, il est toujours à 1,8 milliard. Donc, hâte d'avoir les vrais chiffres de ce film, dont je ne sais toujours pas dire le nom. Et je salue d'ailleurs la personne qui s'est acharnée à essayer de m'expliquer comment on disait Nisa 2 dans les commentaires. Je te salue, tu as eu bien du courage. Le film F1 avec Brad Pitt donc, a récolté 466 millions de dollars au moment où on vous parle, plutôt correct. C'est un... alors si on regarde un peu le classement des films de l'année au niveau mondial, c'est le film original qui a eu le plus de succès. Alors après, je trouve que c'est un peu trompeur parce que le film est quand même basé sur la F1. Donc c'est pas comme si c'était un film qui sortait de nulle part. Il y a quand même une base. Alors si certains s'appuient sur la base Marvel, certains s'appuient sur une suite, etc. Là, il y a quand même F1. Mais bon,
peu importe, c'est un film original dans la définition, donc c'est le plus gros succès, il devance Sinners. On a 2 beaux succès de films originaux cette année, ce qui change, dans un Hollywood où il n'y a que des franchises et des suites et des remakes et des reboots, etc. C'est plutôt pas mal. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que le film a suffisamment de succès pour qu'il y ait déjà une suite en chantier. Pour terminer ce point pognon, comme je sens que vous êtes quand même frustrés qu'on n'ait pas parlé des 4 Fantastiques et aussi revenir sur l'évolution de la carrière de Superman, donc dans les salles, je vais vous donner les tout premiers chiffres qu'on a en France sur les 4 Fantastiques. Voilà, alors si Superman avait bien démarré son premier jour et ensuite avait connu des jours plus délicats, hein, c'est pas un succès en France, Superman, et pour les 4 Fantastiques, c'est compliqué dès le premier jour, et c'est assez surprenant, mon cher Greg, tu vas être étonné. Les 4 Fantastiques de Marvel et de Disney, surtout de Disney, premier jour, 150 000 entrées en France, c'est moins bien que les 4 Fantastiques de 2015 avec Kate Mara et Michael B. Jordan qui avait été un énorme flop, qui avait fait 180 000 entrées. C'est moins bien que les 4 Fantastiques 2, donc qui datent, hein, avec 208 000 entrées. Et c'est moins bien que le tout premier 4 Fantastiques qui avait fait 210 000 entrées. Donc c'est le plus faible démarrage pour un 4 Fantastiques en France. Voilà, mon cher Greg, pour ce petit point pognon. Et tu n'as pas dit que, visiblement, les endroits qui étaient le plus couverts par la 5G étaient les endroits où ce film chinois, que je n'arrive pas non plus à prononcer, fait le plus d'entrées. Et du coup, de plus en plus de gens continuent à se poser des questions conspirationnistes. Ah, je voyais pas où tu voulais en venir avec la 5G. Eh bien, alors, c'est pas une conspiration, mais avoue quand même que c'est cocasse, quoi. Bah, c'est incroyable, mais en même temps, c'est l'autre pays du fromage, hein, l'autre pays du cinéma, comme on dit maintenant, la Chine. Dernier petit point pognon d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, les sorties américaines en Chine cette année, c'est une catastrophe du fait des relations actuelles entre les deux pays, entre les États-Unis et la Chine, et notamment tout ce qui est politique douanière. Il y a sanctions en Chine concernant les films américains, qui ne sont clairement pas poussés, clairement pas aidés, et du coup il y a aussi un boycott. Et du coup, par exemple, Superman, c'est totalement vautré en Chine, mais alors personne n'allait voir, et je pense que même personne n'est au courant qu'il est sorti. Voilà, mon cher Greg. Eh bien, mon cher Kerr, je t'invite à jouer un petit jeu. Tu vas avec moi entendre quelles sont les nominations des Emmy Awards. Ou pas? Et alors, c'est un jeu Cult and Click, donc c'est un jeu où tu n'en gagnes pas. Sans argent, ok. Okay, du coup, je te donne la liste des dominés de certaines catégories clés, et comme ça, paf, tu me dis lequel tu préfères, et je le fais aussi. Meilleure série dramatique: Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Severance, Slow Horses, The White Lotus. Franchement, The Pitt est au-dessus du reste, même si j'ai beaucoup aimé la fin de Andor. Meilleure actrice dans une série dramatique: Katie Bates, Matlock, Sharon Horgan, Bad Sisters, Britt Lower, Severance, Bella Ramsey, The Last of Us, Kerry Russell, The Diplomat. J'ai pas de... Non, je personne. T'as pas de favori? Pareil. J'allais pas te faire le mec qui va juger, c'est pareil. Ensuite, on a les meilleurs acteurs. On a Sterling K. Brown, Paradise, Gary Oldman, Slow Horses, Pedro Pascal, The Last of Us, Adam Scott, Severance, Noah Wyle, The Pitt. Alors, Noah Wyle pour The Pitt, mais Sterling K. Brown dans Paradise est excellent. Ouais, moi, Noah Wyle, bien évidemment, tous les jours. Il n'y a même pas de débat. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des meilleures actrices de second rôle, la moitié de la catégorie, c'est du White Lotus, donc ça, c'est quand même marrant. Et la moitié des acteurs. Ouais, mais il y a une actrice de The Pitt. Il y a Dana de The Pitt. Oui, Karine Lanaza. Mais la moitié des personnes nominées vient de la même série. Ça, c'est incroyable. Oui. Et du côté des hommes... Pedro Pascal, rôle principal... T'en penses quoi de ça? Pedro Pascal, rôle principal sur la saison 2, c'est un peu abusé. Je pense que les prérequis sont pas élevés. Mais j'en dis pas plus. Et l'autre fun fact, c'est le meilleur second rôle masculin. La moitié de la catégorie, c'est aussi des personnes de White Lotus.
Donc on peut être clair qu'au niveau des Emmy, les gens étaient chauds sur White Lotus. Il n'y a pas de débat. Ouais, mais alors du coup, The Pitt a trop peu, je trouve, de représentation dans ces deux catégories, alors qu'il y a des seconds rôles dans The Pitt qui sont excellents. Et tu vois, ils ont choisi Sean Atozzi, qui est l'autre docteur chef de l'hôpital avec Noah Wyle en second rôle. Il est très bien hein, dans cette série, mais pour moi, c'était pas du tout. Enfin, c'était pas celui qu'il fallait nominer. Il fallait nommer par. J'ai oublié son nom, je suis désolé, mais par exemple la fille de Bryan Cranston. Pour moi, elle était absolument. Devait être là, quoi. Après, si tu me demandes qui je choisis Dana de The Pitt dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Elle s'appelle Lanaza, mais alors, elle nous a envoyé dans les étoiles, quoi. C'est beau, c'est beau. On voit comment tu as pu conquérir ta femme. Hein. Et The Pitt aussi. Du coup, meilleure réalisation d'une série dramatique. On a Janus Metz Andor, Amanda Marsalis The Pitt, John Wells The Pitt, Jessica Lee Gagnez Severance, Ben Stiller Severance, Adam Randall Slow Horses. Alors, The Pitt. Mais tu choisis un des deux. Non, l'épisode du dans festival. Les faits, il y a beaucoup de rumeurs que ce serait plutôt Severance qui va gagner. Je n'ai pas vu cette dernière saison de Severance, donc je ne vais pas la juger. Mais de ce que j'ai vu, moi, c'est Andor, si c'est bien l'épisode auquel je pense, qui mérite la réalisation, parce qu'il y a vraiment un épisode qui est très au-dessus des autres épisodes de série que j'ai pu voir, y compris The Pitt. C'est l'épisode du festival dans The Pitt qui est vraiment un épisode incroyable où on est en apnée, quoi. Il est bluffant cet épisode. Meilleur scénario d'une série dramatique: Dan Gilroy, Andor, Sachs, Pitt, Scott Gamill, Pitt, Erickson, Severance, Will Smith, Slow Horses, Mike White, The White Lotus. C'est pas le même Will Smith. Hein. Ouais. En scénar, je sais pas. J'ai pas d'avis dessus, mais c'est vrai que c'est bien que Slow Horses soit nominé. C'est vraiment c'est une super. Encore une fois, favori Severance, personnellement Andor. Mais Severance, c'est la série la plus nommée de cette année. Andor, elle doit être deuxième, je crois, et The Pitt est troisième. C'est la grande favorite, Severance. Meilleure série comique. Alors on rappelle, hein, c'est une série un peu bizarre. Tu peux être dans des séries comiques sans être vraiment très drôle. Il y a Abbott Elementary, The Bear, Axe, Nobody Want This, Only Murder in the Building, Shrinking, The Studio et What We Do in the Shadows. Alors je pense que la favorite c'est The Studio. Perso c'est The Bear. The Bear qui n'a rien à faire là, moi je la mettrais dans la catégorie meilleure série dramatique. Et elle aurait vraiment des arguments pour gagner. Et celle que j'ai envie de pousser parce que même si la saison 2 était vraiment en dessous de la saison 1, ça reste vraiment un bonbon et c'est super, c'est Shrinking. Mais je pense The Bear quand même. Après les Américains adorent Abbott Elementary. Et Axe qui a gagné l'année dernière, qui est grande favorite aussi. J'enchaîne, je passe énormément de catégories pour aller directement à une des plus prestigieuses mini-séries ou séries d'anthologie ou téléfilms. Il y a Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monster, The Lie and Eric Menendez Story and The Penguin. Je sais que dans les commentaires de notre chaîne, ils ont beaucoup aimé Black Mirror et The Penguin. Pour moi, c'est le pingouin. Pour toi, c'est Penguin? C'est le pingouin avec un prix aussi pour Christine Milioti pour son rôle dans la série. C'était franchement solide, hein, le pingouin. Meilleure série d'animation: Arcane, League of Legends, Bob's Burger, Common Side Effect, Love, Death and Robots et The Simpsons. Alors, il n'y a pas Secret Level, je suis étonné. Tu sais, la série animée de Prime sur les jeux Mais en vidéo. fait, il se trouve que personne ne regarde Prime. Et il n'y a pas Harley Quinn non plus. Moi, j'aurais mis Harley Quinn. Mais bon, objectivement, c'est Arcane. Meilleur téléfilm: Bridget Jones, Mad About Boy, The Gorge, Mountain Head, Nona et Rebel Ridge. Alors là, pour le coup, je n'en ai vu aucun. Meilleur talk show: Jimmy Kimmel Live, The Daily Show et The Late Show with Stephen Colbert.
Et alors, je ne sais pas celui-là. comment... Celui-là. Je ne sais pas C'est comment les celui-là le votes meilleur. et quand les votes ont lieu, mais si les votes sont encore en cours, c'est sûr que c'est Stephen Colbert qui gagne, puisqu'il a été annulé suite à une décision très politisée aux États-Unis, dont on parlera plus tard. Eh ben, je sais pas ce que tu en penses, mon cher Car, mais on voit que c'est pas très divisé cette année. C'est vraiment les quelques projets qui ont quasiment tout. Mais il y a surtout 2 séries absentes dans ces catégories-là. C'est-à-dire que House of the Dragon a eu des nominations en catégorie technique, mais est absente des catégories majeures, et les Anneaux de pouvoir sont nulle part. Bah, aussi quelques catégories techniques, mais moins encore que House of the Dragon. C'est tout à fait bien vu. Est-ce que tu veux enchaîner avec ta news ? Ouais, grosse news quand même, mine de rien. On a appris que Denis Villeneuve avait un nouveau projet, mon cher Greg, et il va se faire plaisir, Denis, puisqu'après Dune 3, qui d'ailleurs a un nouveau titre, c'est terminé, ça n'est plus Dune Messia, mais histoire un peu de fédérer, que ce soit un peu plus clair pour le public, ça s'appellera Dune Part 3. Donc voilà, ce qui permettra en plus à Denis Villeneuve de mettre autre chose que des éléments qu'il y a dans le bouquin Dune Messia. Et donc après Dune Part 3, il va réaliser le nouveau James Bond. C'est bien ça, Denis Villeneuve à la réalisation d'un James Bond, non ? C'est incroyable. Franchement, c'est très très solide. Et quand tu vois bon, après, ils ont souvent eu des mecs très très lourds. Hein. Sam Mendes, oscarisé pour American Beauty, qui fait un James Bond, voilà. Là, on a Denis Villeneuve. Mais là, pour le coup, ils sont allés taper très fort. On rappelle que c'est Amazon qui a récupéré la licence, qu'ils ont viré des personnes qui étaient majeures dans le développement de la franchise Bond, qu'ils ont d'énormes projets, dont beaucoup de projets qui font peur aux fans et qui font peur aussi, par exemple, à des acteurs et des... Pierce Brosnan s'est montré inquiet, par exemple. Des réalisateurs et tout qui ont travaillé sur les James Bond. Il y a beaucoup de rumeurs sur le casting. Je pense qu'on devrait le savoir assez rapidement. Dans les derniers noms qui sont sortis, il y avait Aaron Taylor-Johnson. Encore, il est depuis des années. On verra. Mais Denis Villeneuve à la réalisation, c'est cool. Voilà pour ma grosse news. Mais du coup, on sait qui sera le James Bond. Et je suis quand même étonné de ce cast. Jacques Villeneuve, Timothée Chalamet. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ou Zendaya. Après, ça va être l'un des deux. Denis Villeneuve a un acteur fétiche qu'il a eu dans Enemy et dans Prisoners. C'est Jack Gyllenhaal. Putain, c'est alors, dommage. Il est bon. Hein. C'est quand même Oui, un voilà, super c'est juste acteur, dommage Jack qu'il soit pas bon, mais bon, c'est pas grave. Comment ça, pas T'as pas le droit. Alors, puisqu'on parle de ok. films que personne n'attend, je suis désolé de vous dire qu'il y a un film de Christopher Nolan qui s'appelle Odyssée, sur l'Odyssée mythologique grecque. Bon, je sais déjà, vous dormez, personne n'est intéressé. Eh bien, sachez que la semaine dernière aux États-Unis, ils ont lancé les préventes un an avant. C'est incroyable. Et accessoirement, il y a le trailer qui a leaké, alors qui s'est fait bien récupérer un peu partout sur Internet, puisque maintenant il n'est plus visible au moment où on enregistre. Mais le trailer leaké, et je n'ai pas pu le voir malheureusement. Ah, moi je l'ai vu. À un moment donné, il y a Andromaque qui crie Ulysse revient, parce qu'il s'en allait et pour qu'il revienne. Alors, est-ce qu'il a un espèce de 31, petit robot rouge qui lui voit après? Ok, ouais. C'était pas le bon alors. Ouais. Et accessoirement, évidemment, de nombreux trailers faits par IA sont apparus pour essayer de semer un peu le doute, mais ça, vous connaissez ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce que ce film est le film trailer, que j'attends le plus de tous les films qui vont sortir sur les 2 prochaines années? Franchement, je pense que oui. Oui, je pense aussi. C'est un projet faramineux à Hollywood, fait par un monstre actuel, qui en plus sort d'Oppenheimer, où là, il a calmé tout le monde, parce qu'avec un sujet très sérieux, il a réussi à ramener 900 millions de dollars dans la caisse. Là, il a un casting de taré, il a un sujet de taré, il a un budget de taré, il va le faire en full IMAX. Je me demande comment cette fois ils vont faire la cascade du camion en réel
dans le monde de l'Odyssée. Est-ce que tu crois qu'il va vouloir refaire la cascade du camion, mais avec des chars, tu vois, puis t'as genre plein de bœufs qui tirent une charrette et qui se retournent comme ça. Cette cascade du Dark Knight que Nolan est très connu pour avoir fait, puisqu'ils l'ont fait entièrement en réel, et c'est une des scènes où les gens ont dit ok, Nolan, ok, il est sérieux, on va commencer à aller regarder ses films en masse. Et donc ouais, je suis très curieux, j'adore l'Odyssée, j'adore Nolan, j'adore le cinéma, j'adore le popcorn, donc je sais déjà à peu près ce que je vais faire pendant la séance. Okay. Et c'est à toi, mon cher. Tu parlais de trailer, il y a le trailer de Avatar 3, donc Fire and Ash, donc en France c'est du feu et des cendres. Donc voilà, et c'est assez stylé parce qu'il te donne bien quasiment tout le film. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il est sorti, il est disponible quand vous allez voir les 4 Fantastiques. Accessoirement, du coup, les Français ont vu le trailer d'Avatar 3 avant les Américains, puisqu'il n'est pas sorti en ligne. En tout cas au moment où on vous parle. Donc je pense qu'il va sortir dans le week-end de la sortie des 4 Fantastiques. Et alors moi j'ai trouvé comme toi qu'on voyait tout le film, qu'il avait un ton très original, puisqu'en fait il y a très peu de paroles, etc. Mais alors que j'ai aimé les 2 premiers, là vraiment dubitatif. Donc je suis resté assez dubitatif devant devant ce trailer-là. Je rigole parce que j'ai éternué, on a coupé pour vous épargner ça. Et le truc c'est que ça m'avait fait aussi la même chose finalement pour les trailers d'Avatar 2, donc on verra bien. Voilà mon cher Greg. T'as une autre news ? Et du coup mon cher Kerr, alors attends, allez, petit doigt mouillé. Donc il y a le colonel qui était mort dans le 1, qui est revenu dans le 2 en Avatar, et bien là dans le 3 il va s'allier au peuple du feu pour aller combattre Jake Sully pour que ce soit enfin les avatars contre les avatars. Waouh. Franchement, waouh. Du coup, pour enchaîner avec les news d'après, il y a eu officiellement le reveal, et j'espère que Daniel va trouver les images, le reveal de Hagrid et de Harry Potter pour la série. Je ne sais pas si tu les as vus, mon cher Kerr. Bien sûr. C'est The Hollywood Reporter qui les a diffusés. Et ça envoie pas du lourd. C'est une première photo. Après, c'est vrai que Hagrid un Nick Frost en Hagrid fait moins Nick Frost que Rory Cochrane à l'époque, quoi. Ouais. Il fait plus penser au vagabond, je sais plus comment il appelait dans Les Anneaux de Pouvoir. L'étranger. Ah oui, Gandalf. Ouais. Ça fait et Harry Potter fait vraiment penser pas du tout Harry Potter. Donc c'est pas genre tu prends un enfant, tu lui décoiffes les cheveux, ça fait Harry Potter, mais peut-être que leur prestation va être exceptionnelle, ce que j'espère, parce que je serais vraiment très triste d'avoir 7 ans de série d'Harry Potter de mauvaise qualité. Ça me fanerait le cœur. Ouais, moi aussi, c'est un truc qui m'inquiète aussi, quoi. Si la série est pas bonne, c'est sûr que la déception va être immense. Après, j'ai plutôt confiance, moi. Alors, dis-moi tout. Je vais faire quelques petites news, mon cher Greg. Déjà pour vous dire qu'il y a une mauvaise surprise du côté de Netflix. Vous allez me dire, encore ? Oui. Cette fois, c'est pas une augmentation de tarif, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est dans quelques semaines, ça. Non, c'est des annulations. Alors, ils ont annulé la série Pulse avec Fitzgerald. Je sais plus son prénom, mais j'aime bien cette actrice qu'on a vue dans la saison 1 de Richard, qui est très chouette. Pas la série Pulse, hein. La série Pulse, elle est sortie au même moment que The Pit. Et clairement, elle boxait pas dans la même catégorie, tu vois. Tu mets sur le même ring un boxeur qui a, je sais pas moi, j'ai dit une bêtise, 120 kilos face à quelqu'un qui en fait 45. C'est compliqué. Mais il y a une autre série qui a été annulée, et ça c'est franchement dommage. C'est une des belles surprises de l'année sur Netflix, en tout cas à mes yeux c'est même la meilleure. Avec la série Sans Merci en ce moment, la série Cohen que j'adore. Mais c'est donc La Résidence qui a été annulée malheureusement après une saison. La Résidence, ça se déroule à la Maison Blanche où il y a une personne qui est tuée. Cette personne, c'est Giancarlo Esposito. Alors ils n'ont pas tué littéralement l'acteur Giancarlo Esposito qui jouait Gus Fring dans Breaking Bad. Non, c'est son personnage qui est mort. Et en fait, il y a une enquêtrice interprétée par Uzo
Aduba qui arrive, qui enquête. C'est super bien écrit, c'est drôle, c'est prenant. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Et alors, l'interprétation d'Uzo Aduba qu'on avait vu dans Orange is the New Black est géniale. Et cette série est annulée. Voilà, donc pas merci Netflix, je suis très déçu. Voilà, quoi vous dire d'autre? Grosse news sur The Last of Us, mon cher Greg. Accroche-toi bien à ton slip. Quelle est cette info? Neil Druckmann, qui était le co-showrunner de la série. S'il te plaît. Exactement. Mais je le savais en plus, j'aurais dû le dire tout de suite à ton boxeur. Donc Neil Druckmann, qui était le co-showrunner de la série et qui était aussi le co-créateur des jeux chez Naughty Dogs, a annoncé qu'il ne reviendrait pas à l'écriture notamment, enfin il ne reviendra pas du tout dans la saison 3 de The Last of Us. Donc c'est pas du tout un bon signe. C'est l'autre co-showrunner, donc qui est complètement showrunner, Craig Mazin, qui avait fait Tchernobyl, qui va écrire les scénarios, donc il va écrire chaque épisode de la saison 3. C'est lui qui tirait pour s'éloigner un petit peu du jeu, pour vous donner une idée un petit peu. Et ça sent pas très bon pour la série The Last of Us, puisque peu de temps après l'annonce de Neil Druckmann, alors pourquoi Neil Druckmann part? On est dans un effet George R.R. Martin, c'est-à-dire on commence avec le créateur, ensuite on l'expédie sur le côté et on fait à notre sauce et on va dans le mur. J'espère que pour The Last of Us ça va pas être la même chose. Neil Druckmann lui a annoncé qu'il repartait sur d'autres projets du côté de Naughty Dogs, puisqu'il y a plusieurs jeux en chantier et puisqu'il y a plusieurs projets en chantier chez Naughty Dogs qui ne sont pas encore révélés. Dévoilé, on imagine fort bien qu'il y a la partie 3 de The Last of Us, ça serait cool. Et du côté de HBO, on a commencé à dire que franchement, faire la fin de The Last of Us 2 en 2 saisons, ça fait beaucoup et que ça serait une plutôt bonne idée que The Last of Us saison 3 soit la dernière. Voilà, donc on va expédier un peu le truc. Ce qui, d'un point de vue, si on regarde un peu la trame du jeu, et ce qui reste à adapter et comment ils peuvent le faire, c'est hyper cohérent. Hein. Moi, j'avais pas du tout compris pourquoi Mazin avait parlé de 2 saisons pour conclure la série, surtout que visiblement ils ne veulent pas aller au-delà du deuxième jeu, ce qui est bon, ok, c'est dommage, mais pourquoi pas. Ils pouvaient aller au-delà du jeu avec Druckmann, mais c'est vrai que c'était compliqué vis-à-vis du jeu, notamment s'il y a un 3 qui sort. Enfin, toujours est-il qu'ils veulent conclure la série, visiblement. Après la saison 3, série raccourcie, ça n'est pas encore officiel, mais en tout cas, c'est la tendance. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, j'ai envie de te dire, mon cher Kerr, ça y est, tu es enfin à l'aise financièrement. Tu vis dans l'opulence parce que c'est tout à fait la saison, pour ceux qui ne le savent pas, de récolte des betteraves. Et du coup, Kerr peut donc les vendre dans ces différents marchés et avoir un pécule. Et ce pécule, mon cher Kerr, je t'invite à l'utiliser tout simplement pour acheter la licence South Park et sa diffusion. Tout simplement parce que... Ça fait un sacré détour pour vous faire une news sur South Park. Et donc, en fait, South Park vient d'annoncer que... les deals autour de l'achat de la rediffusion de South Park, annoncent que, en fait, c'est 3 milliards de dollars pour un contrat de diffusion sur 10 ans. Et comment on le sait? Eh bien, tout simplement parce que les gens qui possèdent South Park, donc qui est la boîte qui s'appelle Park County, a fait un petit procès parce qu'ils disent que les ayants droit actuels les empêchent d'avoir des négociations, qu'ils s'immiscent dedans et que après tout, ça vaut 3 milliards de dollars quand même. Donc 3 milliards de dollars, ça fait un gros chiffre, mais ce n'est que 300 millions par an. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Ça fait combien de betteraves de vendus, 300 millions, mon cher gars? J'en sais rien. En tout cas, South Park qui a fêté ce nouveau contrat en faisant beaucoup parler d'elle, puisqu'elle a fait un épisode sur Trump. Donc voilà. Eh bien, pour tous ceux qui se posent la question, sachez que le budget annuel, le volume du marché annuel de la betterave, c'est quand même 8 milliards de dollars en Europe. Donc c'est quand même... j'ai envie de dire, South Park, ça fait un peu rire jaune, la betterave. Mais voilà, bon, je vais arrêter parce que
Je suis très, 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 enfin, largement moins connaisseur que Kerr sur le sujet et j'ai peur qu'il me ridiculise par ces termes techniques. Tu sais, je suis désolé, je vais casser complètement le délire, mais j'y connais rien du tout en betterave. Ceci étant dit, quand j'étais petit, il y avait une usine Béguincé qui faisait du sucre avec de la betterave pas très loin de chez moi. Est-ce que les Français, ils ont le goût? Parce que tu comprends, on mange beaucoup de fromage très goûtu et on a le sens du goût. Je ne sais pas, je pose la question. Mais on verra. Nom d'un reblochon, comme on dit de par chez moi. Autre info, George Lucas va être pour la première fois de sa vie officiellement au Comic-Con de San Diego. Il va avoir un panel, et alors un panel plutôt pas dégueu comme on dit dans le métier, où il va être avec Guillermo del Toro, Doug Chiang et quelqu'un d'autre. Queen Latifah. J'aime bien lui. Queen Latifah, voilà, vraiment, je suis fan de fou. Et donc en fait, ils vont parler du pouvoir du récit illustré, puisqu'ils sont là pour faire la promotion du nouveau musée que ouvre Monsieur Lucas, qui s'appelle donc le Lucas Museum des Arts Narratifs, qui est un musée qui s'ouvre à du coup Los Angeles. Pour ceux qui n'ont pas vu le musée, c'est comme s'il y avait deux vaisseaux de Star Trek qui avaient fait tous les deux une marche arrière et c'était embouti et ça fait le bâtiment donc tu as deux Enterprise qui se tapent, ça fait le bâtiment. Alors le truc c'est que pourquoi je vous en parle, c'est parce que toutes les dernières fois en fait où George Lucas a fait des sorties, forcément il y a énormément d'interviews autour de Star Wars et souvent il nous dit des trucs et là on a même entendu la dernière fois à Cannes presque des choses que c'était pas du tout 789, c'était pas du tout ce qu'il avait en tête. Donc je suis très curieux de savoir, d'imaginer que George Lucas va à San Diego au Comic-Con et qu'il ne lâche aucune info sur Star Wars. Je serais quand même très 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 surpris. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, puisque souvent dans les panels, à la fin, il y a des questions du public. Je vois mal l'intégralité du public se taire. Je vois même plutôt des trucs comme il y a eu à l'époque de Blizzard avec des gens qui voulaient poser des fausses questions et puis au final posent la question que tout le monde veut poser. Tu veux une anecdote ? Ils sont sélectionnés. D'abord, tu dis ce que tu veux poser comme question et on te donne le micro. Et du coup, à l'époque de Blizzard, les gens disaient non, mais moi, je veux dire, en fait, c'est vraiment trop génial. Et comment on fait pour être tellement génial ? Et après, ils disaient mais pourquoi est-ce que le Diablo, il est que sur téléphone mobile ? Et je sens ça vraiment arriver gros comme une maison pour notre ami George Lucas. Alors pour l'anecdote, mon cher Greg, il y a une BlizzCon à Paris, donc on appelle ça la World War Invitational. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a longtemps. Et en fait, c'était le moment de l'annonce de Diablo 3 d'ailleurs, lors de cet événement. Et en fait, j'ai exactement fait ça. Je suis allé poser une question à Blizzard pendant le truc. Voilà, ça c'était anecdote 36-15, on s'en fout. Voilà. Et tu leur as posé quoi comme question ? Je sais plus, c'était il y a 17-18 ans. Est-ce que vous allez patcher le dégât de mon mage Spéil Feu Glace druide ? Non, c'est pas ça. Les questions non, vraiment. J'ai posé une question sur WoW. J'ai posé une question sur WoW. Je parlais de WoW. Tu connais rien à la méta. Non, mais un truc plus global sur WoW, pas trop non plus un patch. Est-ce que le PNJ de la forêt d'Elwyn, celui qui vend des boissons énergisantes, il est toujours buggé ? Non, j'ai pas fait ça. Voilà. Est-ce que tu permets que je fasse des news un peu tristounettes ? Si tu les fais très vite et avec le sourire, oui. Non, c'est des décès d'acteurs. Donc voilà, on rend hommage à Julian McMahon, l'acteur donc de Nip Tuck, l'acteur de Charmed, l'acteur des 4 Fantastiques, qui est décédé malheureusement il y a peu de temps. Décès également de Michael Madsen, l'acteur fétiche de Quentin Tarantino, qu'on avait vu dans Reservoir Dogs, notamment dans Kill Bill bien sûr. Donc voilà. Et on a appris aussi plus récemment, et du coup là ça va me permettre de bifurquer vers une anecdote plus sympathique, le décès de Ozzy Osbourne, bien sûr, vous n'êtes pas passé à côté.
Et il est décédé peu de temps avant le dernier concert donc de Black Sabbath. Et il y a une vidéo que j'ai trouvée absolument géniale sur le concert de Black Sabbath. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui a filmé Jason Momoa en train de pogoter, mais alors de vivre sa meilleure vie dans le concert de Black Sabbath. Il s'éclate comme un gosse. Et alors, moi, j'ai fait beaucoup de concerts de métal et tout, donc je sais ce que c'est d'être à côté de quelqu'un de très musclé qui potentiellement peut te tuer d'un coup de coude s'il fait pas attention. Et vraiment, je voyais les gens à côté de Jason Momoa, bah, ils étaient pas méga sereins quand même. Mais la vidéo est vraiment chouette, j'espère que vous arriverez à la trouver. C'est Momoa en mode gamin qui est vraiment là, quoi. Il s'éclate. C'est cool. Grosse news, mon cher Greg. Et là, écoute-la bien cette news parce elle va t'intriguer et potentiellement elle va te faire plaisir. Le film The Social Network, premier du nom, était donc réalisé par David Fincher, avait en scénariste Aaron Sorkin. Et c'était, on peut le reconnaître, un bijou. Donc sur la vie donc, de Mark Zuckerberg. Et bien figurez-vous qu'il va y avoir une suite, qu'elle va être écrite et réalisée par monsieur Aaron Sorkin en personne et qu'elle va s'appuyer sur l'enquête du Wall Street Journal sur les Facebook Files. Donc si c'est aussi bien que The Social Network, écrit par un génie, parce que Greg m'en a parlé moult fois et c'est vrai que depuis j'ai découvert The Newsroom. Enfin, The Newsroom, j'ai découvert quand c'était diffusé, mais j'ai aussi regardé à la Maison Blanche. Aaron Sorkin est en effet le plus grand scénariste vivant actuel. Voilà. Et là, il est donc à la réalisation et à l'écriture de ce Social Network 2. T'en penses quoi ? Emballé ? J'en pense que je découvre dans ta news que tu n'as même pas vu The Studio 60 on the Sunset Strip. Non, mais j'ai pas cité tous les trucs d'Aaron Sorkin. Mais tu l'as vu ou pas ? Mais oui, je l'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas vu. Quel film. Mais en même temps, j'attends que mon ami Greg me prête les DVD. Ça se peut jouer, ça. Si c'est le seul truc, ça peut jouer. Je te renvoie la balle. Qui je te mets la pression. Tout aussi exceptionnel. Hein. Je me permets de... Oui, bah, oui. Qui est plus pour le public américain, mais qui est tout à fait exceptionnel. J'enchaîne ? Mais tu enchaînes. Ok, du coup, eh bien, le prochain event de DC en anime, en n'importe quoi, en comics, je me dis que c'est vraiment genre le truc, c'est l'équipe marketing qui l'a écrit. Ça va être un tournoi intergalactique où 36 super-héros DC vont devoir combattre pour sauver l'univers de Darkseid. La Terre devient une arène à 5 niveaux, avec chaque étage symbolisant des épreuves physiques et spirituelles. Donc en gros, le fameux truc de dire c'est qui le super-héros le plus fort, ils en ont eu marre de voir ça sur les réseaux sociaux, ils ont dit attendez, on va faire simple, ils vont tous se foutre sur la gueule, on va vous vendre comme ça les comics, et comme ça, on est tous d'accord en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce petit comics, il me fait de l'œil. J'enchaîne, mon cher Kerr. Bah oui, vas-y. Eh bien, il y a un rapprochement entre les majors. Alors, vous le savez, il y a beaucoup de gros studios qui sont en train de fusionner, de s'acheter. Et là, c'est, vous savez, ce premier date qu'on fait quand on est vraiment le premier, hein, celui où on n'a jamais fait le SMAC, celui où on est comme ça, on ne sait pas trop. Est-ce que je mets la main dans la main Eh bien, Legendary Entertainment est en train d'avoir les mêmes picotements dans le cœur avec Lionsgate, parce qu'ils sont en train de se dire, est-ce qu'on va faire un partenariat ? Alors, pour rappel, Legendary Entertainment, c'est Minecraft, Godzilla et Dune, et de l'autre côté, Lionsgate, c'est John Wick, Hunger Games, et ils se font un petit rapprochement qui serait donc une première étape sur un potentiel rachat plus large. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est commencer à voir comment est-ce que donc les deux structures pourraient faire de la fusion-acquisition entre eux. Donc, par exemple, il y en a un qui possède pas mal de contenu sur la chaîne Stars. L'autre détient un gros groupe chinois d'Alan Wanda pour la production. Et vraiment, on voit qu'il y a une quantité de groupes. Enfin, c'est vraiment à se demander combien de studios vont rester
à la fin de cette grande transition, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il va rester Disney d'un côté, Warner de l'autre, Paramount de l'autre, et peut-être 2 autres gros studios, et c'est fini quoi. Et je cite pas MGM qui a été avalé par Amazon. C'est vraiment incroyable ce rapprochement de tous les studios. Et je n'ai... Bon, enfin bref, je vais partir trop loin. C'est vraiment incroyable la fusion de tous ces studios, et j'ai peur que ça fasse des offres qui se standardisent un petit peu, mais au final c'est un peu ce qu'on voit au cinéma en ce moment. Tout est un petit peu trop standardisé peut-être. Je te laisse enchaîner mon cher Car. Ouais, et puisque c'est une thématique qu'on aborde dans la critique des 4 fantastiques de First Step, n'hésitez pas à aller regarder, les dispos sur la chaîne. Autre news, mon cher Greg, concernant la saison 3 d'Euphoria. Donc avec Zendaya, elle est en tournage actuellement. Alors une des forces d'Euphoria, c'était notamment sa BO, qui était donc chapeautée par Labyrinthe. Des trucs, vraiment, notamment sur la saison 1, il y avait quelques morceaux qui étaient ouf. Et en fait, il avait besoin de renfort, Labyrinthe, sur la saison 3. Et devine qui va composer la BO de Euphoria saison 3. Zendaya. Attention, là tu peux balancer dans la catégorie les Michael Jordan des compositeurs de films et séries. Hein. Dua Lipa. Non, je parle de gros compositeurs de films et séries. Qu'est-ce qu'il dit en tête ? Boum, Hans Zimmer va faire la BO donc de Euphoria saison 3 avec Labyrinthe. Alors ceci dit, c'est pas forcément gage de qualité, hein. Full respect à Hans Zimmer, mais sur certains films, bon, on sent qu'il vient chercher le chèque. J'en parlais dans la vidéo des 4 fantastiques. C'était notamment le cas sur F1. Mais bon, après, si c'est le Hans Zimmer de Nolan, si c'est le Hans Zimmer du Roi Lion, si c'est voilà, de Gladiator ou plus récemment de Dune, franchement, moi je signe. Je me demande si c'est pas la présence de Zendaya qui a facilité le rapprochement de Hans Zimmer sur le projet. Autre info, mon cher Greg, ça va te faire plaisir. Il faut que tu bloques le 10 décembre, mon cher Greg. Hein, tu notes dans ton agenda ? Parce que c'est le début de la saison 2 de Percy Jackson. Toi qui aimes beaucoup Percy Jackson, ça arrive sur Disney+. Ça fait lien avec la news sur l'Odyssée, c'est tout simplement parce que j'aime bien l'Odyssée, que j'avais lu tous les bouquins. Voilà, un petit guilty pleasure. Puisqu'on parle de guilty pleasure, je vais vous parler de YouTube. Et YouTube, ils vont supprimer la fameuse page trending, donc tendance et tendance maintenant. Visiblement, c'est parce que tout simplement, ils considèrent que ce sont des pages qui sont moins utiles qu'avant. Alors, je sais pas qui allait regarder ces pages tendance pour voir si la mode était parlée de tel ou tel sujet sur YouTube, mais visiblement ça ne les intéresse plus, et il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver sur YouTube. Évidemment, il y a les shorts qui sont arrivés et qui ont amené beaucoup de types de contenus différents. D'ailleurs, on s'est testé cet été à vous faire un petit peu plus des shorts tout court, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. C'est sur la chaîne dans la catégorie short tout simplement, et en fait ils veulent complètement revoir du coup leurs priorités, faire notamment apparaître des fonctionnalités donc de communauté où du coup les gens peuvent directement mettre leurs avis sur une chaîne dans cette partie. C'est pas disponible pour tous les youtubeurs au moment où on parle, on l'a pas de dispo sur la chaîne, et du coup YouTube est en train de faire des mouvements un peu étranges. Cet élément communautaire fait penser un petit peu à ce que serait un Reddit. On a les posts communautaires où on peut parler avec vous, mais qu'ils ne mettent pas souvent en avant. Donc beaucoup de gens ne les voient pas. Il y a l'arrivée des shorts, la présence toujours là des YouTube directs. Et donc c'est comme ça des itérations au fur et à mesure. Je ne sais pas trop où est la direction de la plateforme, mais c'est étonnant de voir YouTube un peu presque en position de challenger et d'être sur certaines tranches d'âge derrière TikTok, et ça pousse la plateforme visiblement à évoluer. On verra, j'ai envie de dire, vous et nous, vers quoi. En tout cas, c'est intriguant de voir YouTube continuer à faire beaucoup de changements ces derniers temps avec la peur du grand méchant TikTok. C'était très étonnant.
Eh ben moi j'enchaîne mon cher Greg avec une news détente et une news Lego. Figure-toi mon cher Greg qu'une petite figurine, mais vraiment toute petite, hein, un petit personnage Lego, voilà, vous avez déjà vu un personnage Lego, j'en ai pas sous la main mais vous avez compris le délire, de Peter Jackson a été mis en vente aux enchères mon cher Greg. Elle a été vendue 40 000 $. Une belle somme. Et en fait, c'est plutôt de. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'histoire qui se cache derrière ça. C'est qu'en fait, lors d'une réunion en 2012, eh ben, tous les participants de cette réunion ont eu une petite figurine de Peter Jackson. D'ailleurs, il était présent lui dans cette réunion. Et il y en a eu une vingtaine qui ont été distribuées. Et donc, il y a un collectionneur qui en a vendu une aux enchères. Et c'est quand même parti à 40 000 €. Petite news Fast and Furious pour enchaîner, puisque le filon vraiment le filon très moche de l'exploitation malheureusement du décès de Paul Walker continue. Vin Diesel a annoncé que dans le prochain Fast and Furious, le dernier, il y aura donc le retour du personnage de Brian qui était campé donc par Paul Walker. Donc on verra comment c'est fait. Mais bien évidemment, il s'est empressé de communiquer et de dire c'est la famille. Voilà, comme d'habitude. Ça commence à être très très nauséabond, hein, cette histoire autour donc de l'exploitation malheureusement du décès de Paul Walker. Voilà. Mais ça commence à quand même poser de plus en plus la question, est-il vraiment mort? Ça, c'est ton running gag, tu ne le lâcheras jamais. Ça fait Elvis n'est pas mort. 12-13 ans de Est-ce que Paul Walker est-il plus mort? Pourquoi l'un serait mort et pas l'autre? Ouais. Autre info, bah alors là c'est vraiment pour les acharnés de la Casa des Papel, puisqu'en fait la saison 2 de Berlin est en préparation et figurez-vous que Alvaro Morte qui jouait donc le professeur, eh ben il va reprendre son rôle. Voilà. Ça vous fait une belle jambe? Bah moi aussi. D'ailleurs, je l'avais rangé dans ma catégorie des news. Franchement, on s'en fout. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais il y a une vidéo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux où on voit donc sur le tournage de la saison 2 de The Pitt, Noah Wyle apprendre en direct qu'il va avoir son étoile donc sur Hollywood Boulevard. Donc si vous voulez la regarder, elle est très sympa. Cette petite vidéo. Et alors il y a un truc intéressant, il faudra le creuser, mais là je vous donne l'info là comme ça assez rapidement. Sur le film F1 donc, qui a été fait par Apple, et ben en fait Apple aurait vendu, accroche-toi bien mon cher Greg, pour 40 millions de pubs dans le film. Pour en fait que dans l'équipe donc, de F1, donc Apex, et des sponsors, ils ont touché 40 millions. Et il y a le plus gros des sponsors, un sponsor que je connais pas du tout, qui s'appelle Expensify, qu'on voit tout le temps dans le film. C'est celui qui a donné la plus grosse somme, qui aurait dépassé les 10 millions. Donc c'est quand même une jolie manière de financer un film. Donc les films qui galèrent à financer leur film, mettez des sponsors sur la tête, sur le corps de tous vos acteurs et actrices. C'est ce qu'ils font dans F1. Ils ont littéralement le logo Mercedes là, etc., etc. Donc voilà. Donc tu vois, par exemple, la série Harry Potter, on sait qu'elle est un gouffre. Si tu mets à côté du petit éclair d'Harry Potter un gros logo Nike ou un truc, je sais pas moi, Burger King. Et si c'était plus... c'était une virgule. Et donc, voilà, ça serait il est grand temps qu'on arrête parce qu'il est très très tard. Et on est très fatigué. Et j'ai quand même une news à vous donner. J'ai trouvé intéressant. Danny Boyle a déclaré que Cillian Murphy reviendrait dans les deuxième et troisième films de 28 ans plus tard, qui sera une trilogie. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous le dire. Accessoirement, j'ai vu 28 ans plus tard, qui est pour l'instant mon coup de cœur de l'année. Tout simplement. Voilà. Alors, le film est dans la veine des 28, je sais pas comment on dit, parce que tout à l'heure c'est des 28 jours ce maintenant. Mais il y a un truc, il a vraiment un truc en plus, et il a un côté poétique très inattendu. J'ai adoré ce film. Et sachez que Cillian Murphy reviendra dans les 2 et 3, puisque c'est une trilogie, c'est ce qu'a confirmé Danny Boyle, le réalisateur. Voilà mon cher Greg. Et du coup, mon cher Car, tu parlais de décès. Eh bien, il vient juste de tomber le décès de Hulk Hogan, cette personne que certains connaissaient
surtout pour ses activités d'acteur, hein. Je le rappelle, Hulk Hogan est majoritairement un acteur, qui a joué donc dans les Thunder in Paradise, série où il avait un bateau noir qui était l'espèce de K2000 des années 90 en version bateau dans les tropiques, et où il était quasiment tout le temps à porter des choses lourdes. Eh bien, visiblement, peut-être que d'avoir porté autant de choses aura eu raison de lui, je ne sais pas. Et pour ceux qui ne le connaissent pas en tant qu'acteur, c'était également un des spécialistes du catch, une des grandes stars du catch, et il expliquait qu'il se blessait énormément lors de ces altercations de catch. On a le pitch de Supergirl sans aucune transition. Alors là, franchement, il n'y a pas de transition, de rapport entre l'un et l'autre. Et donc, Supergirl, on a l'information que Kara Zor-El a vécu de nombreuses aventures et elle recherche aujourd'hui un sens à son existence. Elle a vu la destruction de sa planète, elle a été envoyée sur Terre pour mission de protéger son cousin, mais qui en fait se révèle ne pas avoir besoin d'elle, hein, je rappelle, c'est Superman. Et donc, elle est perdue. À quoi ça sert ? Elle n'est qu'une ombre, elle n'est toujours que dans l'ombre de son fameux cousin, et elle doute d'elle-même, elle doute de sa légitimité, et elle se perd dans la bouteille. Et autour de son anniversaire de ses 20 ans, elle percute la trajectoire de Ruthie, un jeune extraterrestre qui veut se venger. C'est une extraterrestre. Et je veux bien te croire, c'est juste que dans le pitch, c'est un jeune extraterrestre, mais c'est possible. Oui, mais je précise juste, c'est l'adaptation du comics Women of Tomorrow. Alors là, ce que le pitch ne vous montre pas du tout, c'est que tout se déroule dans l'espace, de planète en planète. C'est un immense voyage à travers les planètes. C'est extrêmement réussi, vraiment. Et d'ailleurs, je remercie Medjay de me l'avoir conseillé. C'est un très très bon comics. Et il est beaucoup plus proche d'un Star Wars que de tout ce qu'il y a actuellement chez DC, Batman, Superman et tout. Hein. Je me permets de modérer un peu tes propos très engagés. En fait, James Gunn dit souvent sur quel comics il va se baser, et en fait, il se base pas du tout sur le comics. Oui, mais là, il prend une inspiration de... Mais là, il y a le personnage de Ruthie. Donc il y avait les robots de Superman All-Star dans le film de Superman. Là, ça n'a littéralement aucun sens. C'est comme si tu veux réadapter le Seigneur des Anneaux, tu disais, bon, il y a le personnage de Gollum, mais il n'y a pas d'anneau, en fait. Et puis, pendant ce temps-là... dans les premières infos qu'on avait sur All-Star, il y avait plein de choses qui collaient au fait qu'il adapte All-Star. Non, mais là, moi, je suis pas du tout inquiet pour ça. On sait qu'elle est dans l'espace. On sait qu'il y a le personnage. Ils vont réadapter à leur sauce, bien évidemment, mais on est, à mon avis, plus proche de Women of Tomorrow que ce qu'il a fait sur Superman All-Star. Donc voilà. Mais écoute, on verra. Est-ce que tu as une news d'après, mon cher Kerr ? Oui, je vais répondre à la question que tu m'as posée cette nuit quand tu m'as réveillé à 4h du matin en sanglots, où tu m'as dit Kerr, on vient de voir aujourd'hui le dernier Marvel de l'année. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en juillet. Est-ce qu'il y a des choses à nous mettre sous la dent avant ? C'est pas ce que j'ai dit au début. J'ai dit, parfois, est-ce que la nuit, tu penses à moi ? Je voulais pas tout révéler. Mais le truc, c'est que j'ai fait du coup des recherches. Ça n'a pas été simple de trouver les réponses parce que globalement, les prochains projets du MCU, tout le monde s'en fout. Mais j'ai les éléments de réponse. Ça commence dès le 1er août. Figure-toi. Ma femme te remercie de donner ces infos et de répondre du coup 2 jours, oui. Et pas attendre que ce soit donc la nuit et qu'on réveille toute la maison. Voilà. Sur l'appel téléphonique. Attends. Non, mais je sais qu'il est 4h du matin, mais c'est Kerr. Il doit me dire un truc important. C'est Kerr. Quoi, Kerr ? Il y a un nouveau Marvel. Okay, non, c'est toi qui m'as appelé. Dans l'histoire inventée, tu n'as pas assez écouté, c'est toi qui m'appelles parce que tu es traumatisé par l'absence de Marvel. Faut que tu joues ton rôle là. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, j'ai l'habitude que je t'appelle, tu raccroches. Oui. Et après, t'as des remords et tout, et tu me rappelles. Oui. Et là, on revient sur l'histoire. Et là, pour le coup, j'ai fait des recherches et premier projet
1er août, donc dans une semaine, il y a un nouveau truc Marvel qui sort. C'est Age of Wakanda, donc la série animée. Il y a que 4 épisodes. Donc voilà. Donc petit projet. Il y en a une autre en octobre, très probablement au moment d'Halloween, qui sera Marvel Zombie. Donc déclinaison de What If. Adaptation normalement des comics Marvel Zombie. Si vous les avez jamais lus, sautez dessus. Surtout le premier tome, il est génial. Et alors il est hyper étonnant. Parce que vraiment des super-héros qui se bouffent entre eux en mode The Walking Dead, c'est assez inattendu. Là aussi, il y a 4 épisodes. Et enfin, toujours prévu pour l'instant, on a donc fin d'année la sortie de Wonder Man, avec Yahya Abdul-Mateen II, qui est dans le rôle donc principal, qui est un excellent acteur. Donc voilà. Mais globalement, c'est 3 projets très secondaires. Voilà. Alors je rebondis puisqu'il y a une breaking news. Là, au moment où on parle, il y a une information qui vient de nous fracasser. On parlait de Supergirl il y a quelques instants. Eh bien, sache que c'est la même scénariste qui donc est Anna Nogueira. J'espère que je ne casse pas son nom. Qui était déjà au scénario de Supergirls, qui vient d'être annoncé par The Wrap comme étant la scénariste de Wonder Woman. Et de Teen Titans aussi. Et de Teen Titans, mais qui avait déjà été annoncé pour ça. Et du coup, petit rappel, elle n'a en écriture pure pour l'instant que l'écriture d'un court-métrage et d'une pièce de théâtre qui était jouée en off-Broadway. Donc vraiment, James Gunn doit avoir un sacré coup de cœur sur sa plume pour lui faire confiance à ce point-là. Autre news, la série Alien Earth, la saison 1 arrive dans quelques jours sur Disney+, et du coup là ils sont en pleine promo, et sachez que dans la série Alien Earth, tous les événements de Prometheus et de Alien Covenant n'ont jamais existé, ils sont pas canoniques, et l'histoire se déroulera en parallèle à ce qu'il y a dans Alien Romulus. Alors ça, cette information n'a aucun intérêt, mais est-ce qu'il va y avoir un impact sur le fait qu'il décanonise Prometheus et Covenant? En tout cas, il le décanonise pour le développement d'Alien Earth. Je ne sais pas. En tout cas, moi, cette série, je l'attends énormément. Et j'espère que ça ne sera pas la douche froide. Et alors, j'ai oublié un truc aussi tout à l'heure. Dans le point pognon, j'ai oublié de vous dire que Lilo et Stitch a dépassé le milliard. Bon, c'est le premier milliardaire américain de l'année, donc il faut quand même le citer. Eh bien, petite news, c'est que c'est la première fois de l'histoire de la télé américaine que la télé représente moins de 20% de ce qui est regardé sur les télés. Donc c'est vraiment, ça y est, la fameuse dégringolade progressive et tout de la télé n'est plus si progressive. Là, il y a vraiment une accélération. Les gens se mettent à regarder vraiment beaucoup plus YouTube et les plateformes que la télé sur les télés. Ce qui crée effectivement des grosses tensions autour de tout ce qui va être émissions de télé, séries qui étaient produites pour les chaînes de télé, etc. Donc là, on va voir à quel moment, en fait, il y a tellement plus suffisamment de personnes pour maintenir le modèle économique et que la télé risquera peut-être de s'arrêter, enfin de se casser un peu vite. Et pour préparer cet arrêt un petit peu de la télé ou ce gros ralentissement, eh bien, il y a des initiatives. Et il y a une initiative qui m'a surpris, Kerr, et j'ai hâte d'avoir ton avis, mais qui est assez logique. En fait, il va y avoir le lancement d'une première émission d'information sur la plateforme Disney+. Actuellement, les plateformes de streaming étaient des plateformes qui avaient du cinéma, des séries. Le sport est arrivé il y a quelques années. Et là, ils veulent faire arriver l'actualité. Donc, on peut imaginer tous les épisodes. Et ils ne seraient disponibles à 6 heures, donc sur l'Est américain, pour prendre un exemple, et disponibles pendant uniquement 24 heures et seraient remplacés directement par le suivant. Donc vraiment un format qui pousse à regarder chaque épisode, sinon tu n'a pas l'actualité de la journée. C'est une tentative, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je trouve pas ça particulièrement idiot. Effectivement, j'aime bien l'idée d'avoir un truc pur cinéma, série et tout, mais en même temps, je peux comprendre que ça arrive et
pour dire exactement ce que j'en pense, c'est que le monde de la presse va très très mal. L'actualité, ils ont de moins en moins de sous pour pouvoir vérifier les informations, faire de l'information de qualité. Et c'est vrai que du coup, si les chaînes de télé n'ont même plus ce budget alors que la presse papier ne l'a plus, je pense que c'est un danger vraiment présent pour la désinformation, puisque sur YouTube, il y a effectivement des gens qui font de l'actualité très proprement. Là, je parle pas de l'actualité cinéma-série, je parle vraiment de l'actualité dans un sens plus avec un grand A. Et j'avoue que j'aime bien l'idée qu'on continue d'avoir de la presse où il y a des journalistes qui ont de la bouteille, qui sont payés pour faire leur travail. Et donc, je suis pas contre. Toi, Kerr, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as l'impression que ça va devenir un festival on met tout et puis après ils vont nous mettre des shorts et puis parce que Netflix a dit qu'ils allaient changer un peu leur look, que tout allait être en 9/16e pour la homepage et tout, ou est-ce que tu es plutôt content que ça donne un nouveau souffle peut-être à la presse? Moi ça m'inspire rien. Là, vu l'état actuel de la presse sur les très gros médias, de l'information et de la qualité de l'information et de la véracité, même du contenu éditorial sur les grandes chaînes à travers le monde, le fait que ce soit là mis sur une plateforme ne m'inspire absolument rien, et je pense que la presse a besoin d'indépendance et d'être sanctuarisée, c'est-à-dire avec des moyens et la possibilité de se protéger de des dérives actuelles. Donc moi ça m'inspire absolument rien. Et alors, aller m'informer sur Disney+, non merci. C'est vrai que quand on le dit comme ça paraît étrange. Mais en même temps, c'est devenu Disney+, c'est juste l'agrégat de plein de chaînes américaines et de productions françaises. Enfin, de productions dans tous les pays, dont la France. Est-ce que tu veux enchaîner, mon cher Kerr ? Oui, j'ai une dernière petite news, mon cher Greg, et je vous invite à regarder, alors c'est sur les réseaux sociaux, le concert, ou des extraits du concert de Anna Lapwood dans la cathédrale de Cologne, puisqu'elle a refait la BO d'Interstellar. C'est complètement ouf, mais vraiment complètement ouf. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est Anna Lapwood. Cathédrale de Cologne, vous trouverez très facilement et franchement ça déboîte. Voilà mon cher Greg, est-ce que tu as une dernière news ? Ou est-ce que tu veux dire au revoir tout simplement ? Oui, c'est juste un petit... je voudrais rajouter juste un petit mot de Crunchyroll qui a parlé un petit peu de son positionnement. Crunchyroll, c'est la plateforme streaming dédiée vraiment anime. Et en fait, ils expliquaient qu'ils voulaient être très spécialisés, qu'ils voulaient directement, potentiellement rentrer au comité de production des studios qu'ils financent. Donc... ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, qu'ils recherchent des histoires à l'échelle mondiale. Donc ça, on se rappelle qu'ils avaient produit les premiers manhwa, donc les premières bandes dessinées qui sont toutes en long coréennes, Corée du Sud, et les avaient adaptées. Notamment, un de leurs plus gros cartons, c'est le cas cette année, c'est Solo Leveling. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent continuer à proposer ce que fait de mieux les studios japonais, mais pas que. Mais surtout, j'étais très surpris quand ils ont parlé du cinéma, mon cher Kerr, et ils ont dit qu'en fait, d'après leurs études, les fans d'animation, eux, ce qu'ils aimaient bien, c'était l'expérience collective, et mais que en gros, quand ils allaient proposer des projections en cinéma, en fait, ils s'étaient rendus compte qu'en analysant les chiffres de tout ce qu'ils avaient fait un peu mondialement, en fait, les gens se déplaçaient. C'était pas une question de voir un film ou pas, ça peut être un film où des épisodes regroupés avaient plus ou moins le même succès. Donc c'est genre les 3 premiers épisodes de la nouvelle saison de telle série, et que c'était en fait plus le côté événement communautaire qui amenait les gens au cinéma de leur point de vue. Alors c'est des séances qui sont plutôt niches, hein, c'est pas des séances qui vont aller chercher des Superman ou des 4 Fantastiques, mais je trouvais ça intéressant de ce point de vue, ou en tout cas le résultat de leurs études, sur le fait que c'est des groupes d'épisodes juste suffisaient, c'est vraiment
l'intérêt, c'est d'aller voir en communauté les séries, les films d'animation que tu voulais. Ce côté beaucoup plus niche de ces thématiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est Parce que intéressant. ça ouvre, en fait, si c'est le point de vue de Crunchyroll, ça ouvre complètement la porte à ce qui a pu être fait, par exemple, sur Game of Thrones, où tu avais le premier épisode qui était en salle de cinéma, et donc d'avoir Oui, s'il en y a des avant-première. gros événements Oui. majeurs, des avant-premières sur les 2 premiers épisodes de telle ou telle série. On a pu voir en avant-première The Last of Us, premier épisode de la saison 2. Et, Oui, puis on a fait les séries sur grand écran. et puis on a mine fait de un rien, resto, c'est mais ça n'a agréable. aucun rapport. Non, mais oui. Mais ça, c'est agréable, hein, les séries sur grand écran, mine de rien. Bah, quand c'est des séries qui sont ambitieuses et de voir tes 2 premiers épisodes et tout, ça, franchement, je trouve ça cool. Hein. Je sais Ouais, pas si bien j'y sûr. courrais aussi vite que pour aller voir tu vois, un grand film, mais effectivement, je comprends leur point de vue. Ça ne me choquerait pas d'aller voir les 2 premiers ces épisodes d'une série que j'attends énormément. Par exemple, les 2 premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir saison 3, tu y vas ou... Et bah, tu te moques, mais j'irai à 200% Mais j'irais comme parce tu sais, que je dirais, moi. Parce que de par ma profession de producteur dans l'audiovisuel, le truc c'est que j'ai toujours la curiosité, parfois non pas de la qualité d'une œuvre dans son écriture, mais de son œuvre d'un point de vue technique. Et je serais très curieux de voir comment tiendrait la qualité de ce qui est proposé par du coup Amazon Prime sur les Anneaux de Pouvoir sur un écran géant, de voir la qualité des effets spéciaux, la qualité du travail sonore. Alors certes, j'ai un home cinéma qui est chouette à la maison, mais de le voir dans les conditions d'une très bonne salle, c'est toujours un vrai plaisir parfois de se laisser séduire par la curiosité de la qualité technique. Et d'ailleurs, puisque tu me lances sur la qualité technique, j'en profite. J'étais très déçu cette semaine par Netflix. Je voulais regarder donc la fin de la saison 2, volume 1 de Sandman, et impossible de voir Sandman en qualité 4K alors que j'ai l'abonnement 4K. C'était clairement moins que de la HD, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive, mais il y a certains soirs où on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Netflix. Est-ce que il y a que moi? Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas? Mais il y a des moments, et comme on ne peut pas changer donc la qualité, d'un seul coup on se retrouve avec un épisode en SD alors qu'on a payé de la 4K. J'ai testé sur mon téléphone, j'ai testé sur mon navigateur, sur un ordi distant et tout. Partout pareil, la série était même pas en HD, toute pixelisée. Donc je sais pas s'il y a eu un accident ou si c'est un truc, mais ça m'arrive de plus en plus fréquemment que je remarque que Netflix n'est pas en 4K, même sur les contenus 4K. Je peux vraiment pas t'aider, je regarde quasiment plus Netflix. En tout cas, si c'est le cas dans les commentaires, je suis très très curieux d'avoir votre avis sur ça. Et c'est tout pour mes news, mon cher Kerr. Eh ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Il y a des shorts, on vous l'a dit, il y a la critique des 4 Fantastiques, il y a la critique de Superman, il y a un top 30 qui vient du cœur passionné sur donc nos 30 licences ever, préférées ever, pardon, il manquait un mot. Voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, cela n'est pas possible. Si vous voulez nous aider, il y a le Tipeee donc de Cult & Click. Merci à vous de partager, de mettre un commentaire pour le référencement, pour nous aider et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite. Ciao.